Merci de m'accueillir. Merci au Centre culturel universitaire. Oui, merci aussi. Voilà. Donc merci à Louise et à Diagomo de m'avoir invité à faire cet exposé sur la littérature en langue corse. Donc je ferai mon exposé en français puisque c'est prévu comme ça, et je vais vous présenter sur un positionnement plutôt socio-littéraire que strictement littéraire. Donc je regarderai un petit peu ce qui s'est passé plus que ce qu'il y a dans les textes et dans les contenus, parce que si on va vraiment vers un propos de type littéraire, il y faudrait beaucoup plus de temps, et je pense que seules les thèses aujourd'hui ou les gens qui travailleront à des anthologies pourront véritablement mesurer ce qui s'est passé. Alors, la littérature des années 2000, ça veut dire à peu près ce qui s'est passé ces 10 dernières années. C'est un corpus qui s'est bâti, pas tout seul, parce que la nature n'a rien à voir dans tout ça, mais j'ai eu le plaisir, depuis 2003, d'avoir en charge la rubrique Sonati de Bonanno, de la revue littéraire Bonanno. Sonati, il s'agit tous les 6 mois environ, au rythme de la revue, aujourd'hui elle est devenue annuelle, il s'agit de recenser ce qui sort en langue corse, exclusivement en langue corse, et vous avez compris que l'objet est là, je ne m'en tiendrai que à la littérature d'expression corse, on pourra revenir sur la définition de la littérature corse, mais ici l'objet est bien la littérature d'expression corse. Donc dans cette rubrique sonate, je me suis attaché à regarder, recenser, acheter, pour la plupart du temps, ce qui sortait en langue corse, quel que soit le format, le genre, le thème, et d'en faire une courte présentation de quelques lignes, un paragraphe, un petit millier de signes environ, sur la revue Bonanno. Bon, au début, il y avait que quelques entrées, mais petit à petit, la rubrique s'est étoffée. Et du coup, au bout de 10 ans, on a une banque de données qu'on peut interroger. Et comme on a aussi quelques perspectives par rapport à ce qui s'est écrit sur la littérature de langue corse durant les 2 derniers siècles, eh bien, on peut commencer à regarder ce qui s'est passé durant ces dernières années. Je vous ai dit, c'est un travail à compléter. Donc, les éléments que je vous présenterai ici sont imparfaits statistiquement, mais ils nous donnent un ordre d'idée assez précis quand même. Et bien entendu, du point de vue des contenus, des thématiques, et il y a à ce titre une anthologie à construire. Une partie de la littérature en langue corse est déjà anthologisée, si j'ose construire ce néologisme, mais il reste quand même à bâtir au niveau des manuels, de la didactique, des outils pour les étudiants et bien entendu des outils pour la connaissance de la littérature corse. Il reste à bâtir un regard synthétique et bien entendu tout ce qui est de l'ordre d'une présentation critique. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, un petit peu dans le désordre, mon plan est plus référentiel que réellement programmatique. Je vais m'attacher ici à décrire et analyser un petit peu, à rentrer très peu dans les contenus, mais quand même. Donc, identifier le corpus, de ranger les ouvrages. Alors, ça veut dire que j'avais tous ces livres comme ça qui se sont étalés, mis en tas devant moi en recensant les revues. Et il a fallu construire la bibliothèque et savoir un petit peu comment j'allais les ordonner, les référencer, les ranger, etc., etc. Donc ça revient, organiser sa bibliothèque, ça a une pertinence et ça revient un petit peu à chercher les tendances, bien entendu dans la littérature corse en général, et plus particulièrement dans la littérature de langue corse. C'est un petit peu différent, je poserai un petit point problématique au cœur de mon exposé. Et je donnerai quand même un exemple de rupture dans les tendances, dans les thématiques, même si ça n'est qu'une illustration en comparaison d'une période précédente appelée Riaquisto. Ce qui sera saillant dans cette période, c'est avant tout, donc j'anticipe sur ma conclusion, l'affirmation d'œuvres, d'auteurs,
alors que c'est un fait pratiquement sans précédent. On avait affaire quand même à un ensemble de textes, mais pas réellement d'œuvres complètes. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est une œuvre, et je pense qu'on s'entendra. On discutera aussi un petit peu de la portée de ces œuvres, et nous verrons qu'elles sont très enracinées, mais que pour autant, elles ne se dérobent pas à une vision universelle, et ce qui fait de la Corse ce qu'on peut appeler, un terme qui me tient à cœur, un logomondo. Alors, le corpus et la pertinence de toute cette production littéraire, entre les numéros 15 et 30 de Bonanno, ce qui nous fait remonter à la période 2003-2004. Donc il y a 15 numéros visités, il y a une dizaine d'années en temps, et ça nous donne une moyenne de 15 par an, ce qui est quand même intéressant en termes de fiches, mais ça donne un ordre d'idée comme ça. Donc j'ai recensé 155 entrées. Alors, tout confondu, hein. Il peut y avoir un recueil de nouvelles, il peut y avoir un roman, il peut y avoir de la didactique, etc., etc. On a quand même 155 fiches, et c'est quand même intéressant puisqu'on a 15 productions en langue corse par an durant ces 10 dernières années, tout genre confondu. Ce qui est sans précédent déjà, hein, puisque la littérature d'expression corse n'a qu'une production très faible durant le siècle, mais qui va croissant et à un rythme exponentiel depuis ces 30 dernières années. On essaiera d'expliquer pourquoi. Alors, regardons un petit peu, on va regarder les genres qui se sont installés. Ils n'y sont pas tous ici. Je n'ai pas mis tous les aspects didactiques ici, parce que j'ai quand même confiné la littérature à ce qui est de l'ordre de la fiction, de la chronique, etc., etc., mais pas vraiment de ce qui était de l'ordre du didactique, dictionnérique, manuel. Je l'ai laissé de côté, tout comme dans les items, j'ai laissé de côté aussi tout ce qui était discographie, puisque dans les 55 entrées que je vous ai données tout à l'heure, il y avait aussi un petit peu de discographie. Pas énormément, mais enfin, aujourd'hui, je laisse ça à Patrizia Gadajek, qui nous fera sans doute prochainement le bilan de son recensement. Alors, qu'y a-t-il dans ce qui a été recensé? Il y a bien entendu des romans, enfin bien entendu, non, c'est loin d'être évident, et vous allez voir pourquoi tout de suite. Il y a des romans, il y a des recueils de nouvelles, il y a des recueils de chroniques radiophoniques ou de revues. Bien entendu, il y a de la poésie, comme toujours. Il y a de la production d'élèves. Et dans cette rubrique Sconfini que nous avons développée dans Bonanno, on a pu recenser aussi dans la rubrique Sonati de la poésie, du texte en général, et qui vient d'ailleurs, hein, en général. Ce sont des circuits moins bien institués que l'on fréquente, à savoir d'autres littératures minoritaires, comme en Sardaigne, en Sicile ou ailleurs, on va le voir aussi. Y a-t-il une pertinence des genres? Bien sûr que oui, hein, et ça n'est pas une démonstration nouvelle, dans la mesure où on a pu observer une hypertrophie, par exemple, de la présence de la poésie par rapport à une faiblesse de la prose et plus générale du roman, on va le voir. Donc ici, ce que nous verrons en termes d'équilibre aura nécessairement une pertinence sur une sorte de santé, hein, de cette littérature en langue corse. Je vous rassure d'avance, elle se porte comme elle ne s'est jamais portée, c'est-à-dire très bien. Hein. C'est le grand paradoxe de la langue corse qui nous donne à voir le constat de son érosion régulièrement dans la société, mais qui, du point de vue de sa création littéraire, ne s'est jamais aussi bien portée quantitativement. Hein, s'entend. Bien entendu, il y a toujours eu de bons auteurs en langue corse dans cette île. Alors, je vais focaliser un petit peu sur les romans parce que c'est le phénomène majeur de ce recensement. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, mais j'en ai fait la liste ici exhaustive. Et quand on sait qu'il y a eu très peu de romans durant le 19e et 20e siècle en Corse, ces 10 dernières années nous donnent à voir quelque chose d'assez impressionnant du point de vue quantitatif encore. Et on va focaliser un petit peu là-dessus, tout en ne laissant
pas tomber, bien entendu, les autres thématiques. Mais on voit que depuis 2003, régulièrement, il y a eu des romans. Alors, on commence le recensement à partir de Incourpa Bastia, qui est le troisième roman de Jacques Thiers. Il en a publié d'autres au XXe siècle, je dirais. Là, c'est le premier du XXIe, mais il y en aura d'autres. Il y en a déjà d'autres. Et vous voyez que c'est une liste qui est quand même importante puisqu'elle couvre ces 2 diapositives. Alors, je vous les donne pour le plaisir quand même et pour que vous puissiez vous imprégner un petit peu des différents auteurs qui ont publié des romans ou des œuvres de longue haleine durant ces 10 dernières années. Donc nous avons Incourpa Bastia de Iago Moutier, Digualenesi qui est le 3e et dernier roman de Binaetta Vidal-Mattei, il en avait publié 2 autres. Mikanomi de Jean-Louis Morakin, il avait publié des nouvelles auparavant, mais Mikanomi est son premier roman en 2006. Uia Giudia Fortunate, ça se prononce en anglais, de Guido Benigni en 2006 aussi. Là aussi, c'est un 2e roman, puisqu'il avait déjà été primé pour son premier roman Amadeu Turcu. On reste toujours au Cui Turchi avec Dragut ou Gursaru Turcu de Giancarlo Tusceri. Ici, j'ai inséré un roman tout à fait original, puisqu'il nous vient de l'Isola di Maddalena. Et on peut le considérer comme un roman de langue corse dans la mesure où la Maddalena et le Galluré en général peuvent être insérés dans un continuum de la langue corse. Et j'ai décidé ici, mais c'est à discuter, d'intégrer ce type de roman dans le corpus de la langue corse. Par Forza o per Amore de Pedro Antoni, c'est son premier roman, mais il avait publié des nouvelles avec nous. Quand je dis nous, c'est Associo Culturale di Sostegno ao Centro Culturale Universitario. C'est une grande fresque historique, très intéressante. Premier roman aussi de Marcello Jurek-Sec, certifié de Corse, qui publie Giuventu en 2007 et qui enchaîne tout de suite après avec Uantu di Apoarta, qui est plutôt un essai, alors que Giuventu est un roman, toujours sur des thématiques que nous visiterons tout à l'heure. Usangueia Bastion, un des premiers polars, si ce n'est le premier, de Jean-Marie Comiti, qui est son premier roman aussi. Il avait publié des nouvelles auparavant, 2 recueils de nouvelles. Et là, il se lance dans le roman avec succès. Non, pardon, il avait publié un premier polar, Sayonara, Usaludu di Morte, juste avant, mais ça n'était pas dans le cadre de ce référencement de ces 10 dernières années, mais juste avant. 7e ciel, donc le 4e roman de Jacques Thiers en 2009. L'Ultima Pagina, premier roman de Georges De Zerbi en 2009. Il en fera 3 autres. Ça fait partie d'une production tardive, mais elle est déjà prolixe. Murtorio, qui n'est pas le premier roman de Marco Biancarelli, mais le second, même s'il avait fait déjà beaucoup de recueils de nouvelles auparavant. C'est le 2e roman après Cinquantuno Pegasi, en 2009 donc. Ou Cinquantotesimo, je l'ai inséré parce que c'est un très beau récit de A Scuola di Santa Riparata di Balagna, sous la houlette de leur instituteur Gian Giacomo Poli, aujourd'hui à la retraite, mais qui est une petite œuvre remarquable pour un travail issu de la didactique. Nous avons aussi le premier polar, ensuite en 2010, de Jean-Louis Morakin, In adiuda empian campusantu, et donc 2e roman après Mikanomi que je vous ai présenté tout à l'heure. On rentre ensuite dans des initiatives qui viennent de l'extérieur, et ici c'est une traduction de Jacques Thiers de Antoni Arca, Un tango tra Argentina et Sardaigne. 3e œuvre de Marcello Jurek-Sec, Quotidiano, qui est plutôt un essai cette fois-ci. Un Gallarato, avant-dernier roman, malheureusement, puisque Sant'Ucasta nous a quittés il y a quelques semaines. Et c'est aussi aujourd'hui l'occasion de lui rendre hommage, puisque c'est une œuvre qui se termine, mais qui est une grande œuvre, notamment avec 3 romans, puisque son premier roman avait été La Geli di Usarisero, qui ouvre un petit peu le roman épique en Corse il y a quelques années, dans les années 90, si je ne m'abuse. L'Ortu di Emorame, diriez-vous, di Ioan Battista Iagomoni, di Rudali en 2011, roman d'amour. Agursigana, autre roman de Guido Benigni, roman historique aussi, mais qui se passe aux États-Unis. Ombre di Guerra
de Jean-Yves Acquaviva, son premier roman. Je crois qu'il en sort un autre là, tout bientôt. Donc celui-là date de 2011, plusieurs fois primé. Ou Rimitu di Ugo Labozio, le deuxième roman de Georges Deszerbi, publié aussi dans Calamai au CCU en 2011. La fresque di Santa Trinità de Guido Benigni, roman historique sur l'histoire de l'art qui se passe en Balagne. A rivolta di un spermatozoido de Paolo Desanti en 2012, satirique. Et j'ai hésité là parce que ça n'avait pas réellement un caractère filé, mais je l'ai gardé quand même dans cette production. On pourra plus ou moins, vous voyez bien que la problématique des genres apparaît tout le temps pour intégrer ou pas dans un corpus une œuvre, mais ici il me semble qu'elle a toute sa place. Quando sono spenti i lumi d'Antonio Corsarcada, qui n'est en fait qu'un pseudonyme entre Corsa et Arcada, qui est un pseudonyme entre Jacques Thiers et Anthony Arca, et qui est une production interrégionale. L'Homo Verde, une traduction aussi, mais celle-là nous vient de Catalogne. Imigi, le tout récent roman de Iago Mutier. Et avant-dernier, puisqu'il est en train d'en faire un autre, en l'occurrence, il y en aura d'autres, on espère. Yeyetu, le tout dernier, Imigi et Yeyetu viennent d'être primés d'ailleurs tout dernièrement aussi, de Guido Benigni. Et malheureusement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le dernier roman de Santugast, qui est sorti en 2013. Et pour terminer cette série, en 2014, tout récemment, chez Colonna Édition, Cosa ci sarà stasera teatro? J'ai mis 2 fois stasera, c'est une erreur. Je ne l'ai pas prononcé 2 fois. C'est une coquille, vous me la pardonnerez. Voilà, donc chez Georges Deszerbi, son 3e roman en quelques années, donc une production intéressante. Donc vous voyez que dans ces 10 dernières années, en continuité, mais quantitativement, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est le fait majeur que l'on peut remarquer ici. Pourquoi ? Parce que l'on a sorti, en roman, en œuvre de longue haleine, une moyenne de 3 romans par an, œuvre longue, à partir des années 2000. Et en fait, je ne suis parti que de 2003 ici. Donc c'est vraiment ces 10 dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose de sans précédent dans la littérature d'expression corse, et il faut lui donner quand même une certaine pertinence. On y reviendra tout à l'heure. Il y a des raisons bien entendu socio-économiques, mais aussi des raisons identitaires, et on peut se demander pourquoi tous ensemble. Alors, pourquoi est-ce extraordinaire ? J'ai essayé quand même de poser l'argument par rapport à des considérations qui avait eu lieu. Je suis remonté à un premier article, un article qui a fait date en 71, me semble-t-il, mais je n'ai pas retrouvé les références exactes, mais je les retrouverai, il n'y a pas de souci. Mais on est juste à la fin des années 60, début 70, et René Emanueli souligne que lorsqu'il s'agit de littérature, ça c'est de la prose que j'avais faite dans un numéro de La Messaggera, lorsqu'il s'agit de littérature d'imagination, il dit « Ce qui survit du naufrage où périssent chaque jour les journaux hebdomadaires se dénombre sur le doigt d'une seule main. » Et il ne recense en fait, en début des années 70, qu'un seul vrai roman, même s'il dit que Philidad ou Filimonde peut entrer aussi là-dedans, mais il ne recense en fait que Pêche Anguille, qui est et demeure le roman d'ouverture de la littérature d'expression corse, bien des fois décrit, traduit, republié 2 fois et expliqué. Je pense à la préface de Marie-Jean Vinciguer, et puis des travaux qui vont sortir bientôt aussi dans le cadre de thèse. Mais vous voyez que en 2 siècles pratiquement, allez, si on remonte au 19e siècle, puis toute la période de Rinascita, de l'entre-deux-guerres, on n'a qu'un seul roman pratiquement, voire 2. C'est quand même pas mal. Je prends ensuite un recensement que j'avais fait de 88 à 98, une dizaine d'années encore. Et là, je suis très enthousiaste à ce moment-là. Et j'avance que pas moins de 8 romans, 2 de Thiers, Fontana Alte a Barca Yamaruna, 2 de Vidal Mattei, Deo mi sento chiamare et Giulia,
un de Maddalena Ruti-Livorcioli, Lizi Presidenti, et un de Marcellesi Disgraziati, et le premier de Sant'Ugasta, La Geli di Usariso, plus un roman, le seul malheureusement, puisque Rocco Multedo nous a quittés il y a quelques mois, L'impiegato berso, sorti dans les années 80. Donc, vous voyez que de 88 à 98, on a de quoi être enthousiaste, mais c'est quand même pas 3 romans par an, hein, œuvre de longue haleine. Voilà, donc, et je relis aussi Paolo Vilippi dans la revue Transcript il y a quelques années. C'est une revue que vous trouvez toujours en ligne. C'est le numéro 17 de la revue Transcript, où vous trouvez un point sur la littérature corse qui est assez intéressant, hein, et il est en ligne, il est demeuré. Dans le roman corse, dit-il, apparaît ainsi un incontestable et novateur, l'apport d'œuvres comme Una Spasimata de Renato Gotti, A Barca di Amarona de Iago Mutier et Pegasi Astro Virtuali de Marco Biancarelli. Donc à ce moment-là, de ceux que j'ai listés tout à l'heure, aucun n'apparaît. C'est-à-dire qu'il nous reste tout ce regard à porter pour savoir quel est le roman, quel est l'intérêt, y a-t-il quelque chose qui ressort de cet ensemble des quelques 29 romans que j'ai cités tout à l'heure. Ici, pas un n'est cité par Paolo Vilippi sur un recensement, sur un regard sur la littérature d'expression corse qui est faite pour donner à voir la littérature à l'extérieur. Donc vous voyez que les choses sont allées assez vite, hein. Sur la question des thèmes, j'ai repris une vieille diapo que j'avais donnée lors d'une précédente conférence, enfin ici même, c'était à l'Amphiettori, et qui regardait un petit peu de façon croisée les regards de différents critiques, observateurs de la littérature d'expression corse. Et Jean-Marie Arrighi, ici, dans la revue A Messager, jetait un regard donc, sur cette littérature d'expression corse avant les années 60, avant le Reacquist, grosso modo. Hein. Ce qui surprend, dit-il, c'est plutôt l'absence de certains thèmes qui sont très présents ailleurs dans la même période. On trouve à peu près pas de référence à la vie sentimentale, moins encore à la vie sexuelle, bien sûr. Dans une société où chacun vit sous le regard de tous, peu de choses sur l'existence de groupes sociaux distincts, sur l'histoire en train de se faire. La vie villageoise décrite est plutôt celle d'une communauté unie dans ses traditions, sans conflit grave. Peu de banditisme, peu de vendette, rien sur des sentiments comme l'ambition, etc., etc. Donc vous voyez que cette littérature corse d'avant, hein, du XXe siècle, peut-être juste avant le Reacquist, et encore, hein, moi je dirais plutôt même avant les années 90, tout ça nous aide à voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu du point de vue thématique. Si je reprends les éléments un par un, la vie sentimentale, bon, j'ai donné ici Micanomi, vie sentimentale, ambition dans le roman de Gianluigi Morachini, on retrouve tout ça. La vie sexuelle, je ne vais pas vous faire un dessin comme Iti Biancarelli, Ottavi, de mémoire comme ça, mais il y a des scènes de sexe qui entrent parfaitement dans la littérature d'expression corse, puisque ça n'est pas le sexe qui fait la bonne littérature, mais il n'y a aucune raison de se priver de scènes érotiques dans un roman et s'inscrire dans la bonne littérature. Donc, bien entendu, il y a dans les romans, à partir des années 90, des références à la vie sexuelle. L'existence de groupes sociaux distincts, bien sûr, encore une fois Micanomi, encore une fois dans Biancarelli, ailleurs, chez Thiers, etc., etc. Je n'ai pas tout le corpus, mais ça y est. L'histoire en train de se faire, bien sûr, mais l'histoire aussi épique et les connaissances historiques, etc., etc., sans conflit grave, on verra que non. Donc, cette littérature que j'ai focalisée sur les romans tout à l'heure, elle prend exactement le contre-pied de ce qui est observé, bien entendu avec beaucoup de pertinence comme toujours, par Jean-Marie Arrighi. Alors, cette question des thèmes, on peut essayer de la recenser un petit peu. Je n'ai pas fait le travail jusqu'au bout, bien entendu. Il est encore à faire, aller dans les œuvres, les lire de façon exhaustive et pas les feuilleter comme j'ai pu le faire pour certains ouvrages, parce qu'il faut du temps, parce que tout ça va très vite finalement, et il faut pouvoir suivre. Donc, je les ai classés à peu près par ordre d'importance, tout en sachant que
tout ça est toujours très transversal. Bien entendu, quand on a du social, on a de l'historique. Quand on a de l'aventure, on a bien entendu de l'historique, etc., etc. Et pourquoi un polar, comme le nom de la rose, qui est peut-être le plus célèbre, ne pourrait pas être un polar historique. Donc, c'est de toute façon une côte très mal taillée que de présenter les thématiques de cette façon, mais en même temps, on a une idée de ce qui se passe. Donc, l'histoire est visitée par Benigni, par Antoni, je l'ai dit tout à l'heure, Giancarlo Tusciri à la Maddalena, par Sant'Ucasta avec Sariseo, mais c'est permanent, j'ai mis 3 points parce que, à la limite, il aurait fallu que je recite tous les romans, presque tous les romans que j'ai donnés tout à l'heure. Du social, bien sûr, notamment avec Jurek-Sec, Marcello Jurek-Sec, qui en parle beaucoup et qui en fait un petit peu un univers et une critique permanente. Morachini, je l'ai cité tout à l'heure, les classiques Thiers et Biancarelli, et De Zanti qui, à travers le satirique, le comique, vient tout le temps présenter une critique sociale. L'aventure, la jeunesse, bien entendu, avec le roman évoqué de Santari Barada, mais Amadeu ou Turcu, au départ, avait été publié au sein du CCU dans une collection en direction de la jeunesse, puisque c'est un roman qui se lit bien, qui est bien tramé, et puis qui est un roman initiatique tout à fait intéressant pour des jeunes qui veulent s'ouvrir à la littérature corse. Le polar. Le polar fait sa grande entrée dans les genres et dans les thèmes. Et comme Iti, bon, en même temps, le polar s'est beaucoup développé en langue française. Ici, je fais référence à la langue corse, mais bien entendu, comme Iti en propose 2, et Morachini, un qui se déroule à Bastia, Nadula Empien, un composante. Donc on a 3 bons polars, qui sont de très bons romans aussi, et le genre est ouvert alors qu'on n'en avait jamais vu. Hein. Peut-être était-ce considéré comme de la paralittérature, de la littérature de gare, mais en tout cas, la langue corse, peut-être dans une vision élitiste, dans le Riacuisto, n'avait pas cédé au plaisir de ce type de narration. Et bien entendu, ça s'est ouvert aussi. Roman d'amour, un vrai roman d'amour, on n'en avait pas vraiment, même s'il y a de l'amour un petit peu de partout. Grâce à Dieu, c'est un thème transversal. Mais là, Jean-Baptiste Giacomoni nous a offert un véritable roman d'amour. Donc, les thèmes sont éclectiques. On n'a plus de références particulières sur la Corse. Enfin, la Corse reste quand même très présente, mais tout ça, c'est fortement ouvert. Ce qui vaut pour le roman vaut nécessairement pour les recueils de nouvelles. Je n'ai pas insisté sur les recueils de nouvelles ici dans ce propos, mais grosso modo, on retrouve les mêmes tendances. Alors, qu'y a-t-il comme fait saillant dans ces romans et ces nouvelles? On peut élargir le corpus à présent dans l'exposé. Le recours à l'histoire de la Corse. Et là, c'est très important parce qu'on avait Maria Gentile et on avait des œuvres comme ça en français ou en corse qui évoquaient l'histoire, mais pas tellement finalement. Hein. Le roman épique n'existait pas, nous n'avions pas notre Braveheart en Corse ou notre Ivanhoé, etc., etc. Et le recours à l'histoire s'élabore de plus en plus parce que c'est lié à une meilleure connaissance de l'histoire. Plus on a eu d'ouvrages qui affinaient notre connaissance de l'histoire de la Corse, de la Dame de Bonifacio jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on ne pouvait pas avoir un recours à l'imaginaire et rebâtir de l'imaginaire tel que le faisait Dumas au XIXe siècle, par exemple. Donc, ce recours à l'histoire, il est éminemment lié avec un phénomène d'élaboration de la connaissance de la Corse. Le roman monte en force et en charge, notamment dans la fiction, c'est dit un petit peu plus bas, les œuvres de fiction, et tout ça est lié à un imaginaire collectif qui se construit. Ça n'était pas gagné au moment du Riacuisto. On a pu écrire de très belles choses, mais c'était loin d'être gagné. Et l'ouverture de l'université et le développement des études de Corse a fait que ça a une répercussion et que du coup, comme ça, nous, je me permets de le dire, nous faisons nation en termes d'imaginaire collectif et nous sommes rentrés dans un processus vraiment très très intéressant à ce titre-là, grâce à la littérature qui s'appuie
sur, bien entendu, des données économiques, puisque la littérature, l'édition est de mieux en mieux aidée, mais surtout, surtout, à une montée en charge de la connaissance. C'est l'histoire de la Corse, donc, qui prime là, mais elle est inscrite dans un universel. Le rapport à la Corse aussi, puisque ça nourrit cet imaginaire collectif. Finalement, très peu de romans atopiques, je n'en ai pas en tête. Peut-être le Sayonara de Comiti, qui a décidé de son premier polar, il a décidé que cela se déroulerait à Palerme, mais bien entendu, la langue corse peut parler d'autre chose que de la Corse en tant que véhiculaire. Dans les effets saillants, on voit un effet temporel. J'ai pris cet exemple parce qu'il me paraît pertinent. La guerre de 14-18, les guerres en général, chez Jacques Thiers, on voit que la guerre de 39-43, je dirais, a une grande importance, mais il a fini par céder à la mode de 14-18 dans le dernier roman Imigi. Mais cette guerre de 14-18, elle est très importante dans l'imaginaire collectif. Alors, pourquoi 100 ans après ? Parce que j'ai fait un petit recensement rapide, je me suis peut-être trompé, vous me le direz. J'ai regardé l'anthologie de Tchécal, dit très rapidement, je trouve très très peu de textes, voire pas du tout, j'en ai pas trouvé en fait, sur 14-18. Il y a un texte de Diagumo Orsini qui n'est pas dans l'anthologie et qui fustige les déserteurs. Et à part celui-là, il y a très très peu de choses sur 14-18. C'est très frais, entre 20 et 40, c'est vrai. Mais 100 ans après, que se passe-t-il ? C'est à expliquer, on en discutera après, mais je pense que la guerre de 14-18, à travers l'articulation historique qu'elle représente, c'est-à-dire le fait d'avoir subi une hémorragie au sens plein et au sens figuré du terme, une hémorragie démographique, on perd 12 000 hommes, s'en suivra une vraie hémorragie démographique par l'exode et les divers départs sur les colonies. Mais 14-18 marque le moment d'une rupture qui va engendrer une perte qui n'est pas irrémédiable à mon sens, mais qui est grave dans les années 60, c'est la perte identitaire, la perte de la langue. Et cette hémorragie dans l'identité, qui est... bon, je ne veux pas rentrer dans des métaphores avec le sang parce que ce ne serait pas dans l'esprit, mais en tout état de cause, il y a une chute, une rupture qui trouve sa métaphore dans les années 2000. Je pense à la chute de Ferrari, la chute de Loulou dans Imige, mais il y a véritablement quelque chose qui se passe en termes de perte, et 14-18 est peut-être ce référent-là. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la livre. Rapport à la Corse, donc, je l'ai dit, et un certain réalisme qui me fait penser un petit peu au naturalisme du 19e siècle. Alors, est-ce un naturalisme qui arrive avec 100 ans de retard sur la société corse, c'est-à-dire un regard cru, un constat qui n'est pas de l'ordre de la vision enchantée et politique du riaquiste, qui est autre chose aujourd'hui, que j'appellerais au disincanto. Et je pense que chez certains auteurs, pas sur tous, parce qu'on ne peut pas le généraliser sur le corpus que j'ai donné, il y a bien autre chose, mais je vais m'en servir de point d'entrée dans quelques contenus pour illustrer un petit peu le propos, sinon je pense que j'aurais été trop statistique, trop socio-littéraire, et je pense que vous avez besoin aussi de regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, ce disincanto, cette désillusion qui apparaît dans le corpus que je vous ai livré tout à l'heure, j'ai pris 3 exemples chez Pasquale Ottavi dans sa nouvelle Una Vita, qui est la retraite du berger après l'infarctus. Et ce disincanto, je l'ai pris autour d'un motif important qui est celui du berger. Dans la représentation, voire dans la représentation littéraire, on pourrait le recouper, le berger incarne quand même l'identité, la pureté, a oggi spurgulata, ce qu'il y a de plus fier, de plus libre dans la littérature. Dans la littérature et dans la vie, dans l'identité. Or, on voit à travers ces 3 textes-là qu'il y a mort et il y a rupture avec cette image du berger. Il y a mort du berger. On va voir comment. De 3 manières différentes, en fait. Le premier texte,
c'est celui de Ottavi. Je les ai mis dans le désordre, excusez-moi. Celui de Ottavi qui nous développe une nouvelle, una vita, dans son recueil Uyor Nugel Wultara. Et le berger vieillit, il a une certaine relève, mais il vieillit. Et en fait, à un moment donné, en pleine activité, alors que l'activité se relance par le tourisme, il a un infarctus. Et là, on voit comment Pasquale Ottavi décrit cette retraite du berger de façon, comment dirais-je, bassement triviale, de façon une mort d'une banalité. Il n'est pas encore mort dans le texte ici, il ne mourra pas d'ailleurs, mais il y a une mort symbolique qui est assez terrible. A me casa se bavidarete e assistate come si deve. Come faccio campendo solo, vi domanderete. E beh, faccio che mi sbroglio con l'arbitro c'è sempre. Sappiate che ho i benefici di un mestiere, con la meridirata agricola e con qualche piazzamento in banca che lo mi consiglia De Lorenzo, che un po' a poco preso non c'è male. A me cappana in piaglia è tornata a casa, ci gola chi vuole. O più i miei nipoteli, sia a caccia sia in priminata, all'altri miei nipoti, agli prestudinosi, li mi domandano la chiave, basta che li lasciano tutto in cesta et cambiamo a utile di gaso quando la viene viota. Vous voyez qu'il y a ici quelque chose, sécurité sociale, petite retraite, on s'organise tranquillement, on est en pleine, on accueille ses petits-enfants. Donc, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus d'activité, etc., etc. Il y a quelque chose qui devient d'une banalité totale et c'est une forme de mort que Pascal nous met en littérature ici. Plus violente est la mort de Mansueto dans Murtorio de Marco Biancarelli. L'assassino face due passandaretto e ammira sopra. Adrinto non c'è niente che uverisci. C'è d'un calmo soprano che mi duvidi a sospitacolo, ma che era un sogno lontano. Com'è che non avessi mai fatto nuda? Ma che ha fatto? Un uomo che è morto. Non è di già più un uomo, un universo spravondato, niente di inaccettevoli, e di già un oblio. Un universo spravondato, come chi non fosse mai esistuto. O ento buvoliti in cima lipina, eccetera, eccetera. L'assassinat de Mansueto dans Murtorio est une horreur. O pastore ti ha piulato in capo, ne faccio una megiscia, c'est une vraie horreur. Et là, on voit dans sa description comment, finalement, ce berger qui meurt, ça n'est pas grave. Un univers détruit, rien d'inacceptable, déjà en oubli, un univers spravundato, envoyé aux oubliettes comme ça, dans les fins fonds de l'obscurité. Donc, autre mort du berger. Dernier texte, Lulu, a falata di Lulu, autre chose. Allora Lulu, i primi tempi che le è giunto e che le si è voluto stare a bastore, nemmeno ci creia, ma tutti l'aiutavano, e spesso così da noi. Mica per farvi male, ma pa un dispiace. Credenu i vabbè. Credenu, a bastione di credenu, scusate. Credenu di vabbè, aiutano anche se li pensano che bovate è proprio una scimizia. Uva tu si sta che Lulu parlava ore e ore di iso progetti, di uso piano, di iso marche. A Camera Agricoltura, in dei sindicati di agricoltura, in tutte le direzioni che volevano aiutare a realizzare ciò che gli aveva pensato e almanaccato. Secondo ciò che ne abbiamo potuto capire, sono stati una mansa di valsi con lui. Difatti, nessuno gli ha mai detto che lui doveva viascare. Al contrario, gli hanno fatto incoraggiamenti come mai se n'era potuto usare. Alors Loulou, il vient du continent, il est pratiquement médecin, et puis il décide, comme ça s'est fait à un moment donné, notamment dans les années 60-70, il décide, étant d'origine corse, de revenir in paese et de faire le berger. Et finalement, le début du roman, on voit Loulou qui passe devant la fenêtre de la petite fille et qui va s'écraser dans la cour. Donc c'est un suicide. C'est un suicide, mais en fait, la société l'a encouragé. Donc toute l'hypocrisie est là, et puis en même temps, cette chute, cette illusion du berger qui tombe et qui s'écrase dans la cour de l'exiguïté, où on ne pense pas plus loin que ce petit carré de monde-là, sans mesurer les conséquences de ce que l'on fait quand on va vers là. Je vais arrêter l'exégèse, mais c'était pour donner ces trois images-là, la mort symbolique du berger, par sa retraite, trivialement comme ça,
ou parce que la violence de la société le tue, ou alors parce que l'hypocrisie de la société le tue. Et c'est ce que j'appelle dans ce texte, Una forma di disincanto, même si, en lisant les univers et en lisant les romans, il y a de grandes nuances entre les trois auteurs, bien entendu. Alors, c'est relayé aussi, hein, pour Jacques Thiers, Paolo Filippi voit bien l'affaire. Hein. Dans la cour, il y a les poubelles expédiées par les fenêtres, les corps qui s'y écrasent, accident, suicide ou pire encore. Et c'est ce padaba, hein, padaba. Ces années 2000, c'est un choc comme ça, c'est un padaba, ce disincanto, c'est un bruit qui tombe comme ça dans une cour de l'exiguïté. Et Paolo Filippi dit, pourtant par sa trivialité, il vient ourler ce padaba, ce dont il rend compte, la grisaille, le fatalisme, le désespoir, d'une ironie qui les tient à distance, histoire sans doute d'éviter que le pathétique vienne prendre la pose dans l'écriture. Hein, superbe formule. On peut encore aller visiter ce disincanto chez Jurek-Sec par une présentation qui est faite ici par Marco Biancarelli dans son blog. Jurek-Sec, dit-il dans son essai, nous décrit une Corse tirée enfin de ses chimères identitaires, dégagée aussi de son simple désir d'être, et nous montre avec de vrais mots de chirurgien de la société ce que justement nous sommes devenus, c'est-à-dire rien, plus rien, ou plutôt oui, une zone de consommation et rien d'autre. Un peuple, vous voulez rire, Marco Biancarelli. Hein. Donc, Quotidiano, c'est aussi ce regard-là qui est décrit très justement hein, par rapport à la lecture de l'ouvrage de Jurek-Sec. Donc, vous voyez que cette idée de la désillusion, di disincanto, que l'on peut remettre en perspective avec le Riacquisto, a quelques pertinences dans ces années, mais ça avait commencé dans les années 90 quand même. Hein. Alors, la thèse de Talamone ici, là on pourra en discuter aussi, avec la contradiction vraie ou fausse d'une école qui utilise l'expression corse pour constater la mort d'un peuple. Pourquoi la langue corse? Parce que c'est quand même problématique là. Qu'on fasse référence à la littérature corse, avec l'expression française, pour regarder ce qui se passe et être quand même en situation de disincanto. Bon, à la limite, on pourrait se dire, quel que soit le véhicule, ça n'est pas la langue qui fait pertinence pour constater le déclin. Mais si je prends le corse, et rien que le corse, dans mon œuvre, comme Jurek-Sec, et que dans la thèse de Talamone, je dis il y a un fil qui fait peuple, qui fait nation, tout le temps depuis Paoli. Comment je travaille ce paradoxe? Et c'est un vrai problème qui s'est posé à moi quand je me suis trouvé devant cet état de fait. Hein. Alors, dans l'action politique, simplement tenter d'améliorer, ça c'est Talamone qui parle, ma propre contribution au débat, mieux connaître les processus à l'œuvre au sein de la société pour mieux intervenir sur ces processus, tout ça est excellent dans le cadre de la littérature corse. Mais avec la langue corse, pourquoi? C'est une vraie question qui s'ouvre ici. Hein. On pourra tenter d'y répondre tout à l'heure. Alors, quelques mots. J'arrive à la fin de mon propos. Je suis plus long que prévu. Quand même, des voix de la poésie toujours dans Bonanno qui sont recensées, bien entendu quelques dizaines de recueils qui ont été présentés. Alors, la liste des auteurs ici est bien entendu non exhaustive, elle ne relève que du recensement que j'ai fait. Hein. Casta, Filippi, Fusina, Muzzi, Thiers, Terrazzoni, Ansé, Antonetti, Orsoni, etc., etc. Donc vous voyez ici l'abondance de textes, mais ça n'est pas une nouveauté. Hein. Il y a toujours eu une production poétique importante. D'ailleurs, elle est même devenue à un moment du Riacquisto un signe de diglossie. Parce qu'on avait trop de poésie, et notamment de poésie traditionnelle ou de poésie classique, on pensait que c'était un critère de faiblesse de la langue, à juste titre sans doute. Alors, très grossièrement, on retrouve toujours, comme Rocco Mambrini ou Gian Pedro Ristori, des gens qui sont très ancrés dans la poésie traditionnelle, et dans le cadre du renouveau du Chiamè Rispondi, on retrouve de la poésie classique avec des rimes, avec ce plaisir de la rime comme Olivier Ansé par exemple, et beaucoup bien entendu de poésie contemporaine avec l'éclatement des formes qui date du Riacquisto, tout ça n'est pas nouveau, mais chez Thiers, chez Gadagica, chez Paganelli, chez Stefano Cesare ou Viangali ou Paul Minigoni.
on retrouve, ou bien entendu Domenico Antonelli, on retrouve ces formes Bersucholtu, hein, ces formes tout à fait modernes et contemporaines. Mais bien entendu, il y a tout un travail à faire entre ces formes-là, y compris à l'intérieur des formes contemporaines, etc. Hein. Donc un gros travail à faire sur le corpus de la poésie aussi, mais il est d'évidence important. Je n'ai pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, pris ici le corpus des paroliers, puisque beaucoup de gens que vous retrouvez ici, Fusina, Muzzi, Thiers, Terrazzoni ou Ancet, sont aussi des paroliers pour la chanson corse. En général, c'est transversal. Quelques mots sur les voix d'ailleurs. Isconfini était une rubrique qui a donné des ouvrages. Je vous ai parlé de Toucheri. On a aussi parlé de Tonino Conti, qui donne un corpus d'aphorismes, mais qui est un excellent poète. On a aussi signalé, par exemple, un roman historique de Santa Teresa di Gallura, di Longoni, de Paola Buioni. Et bien entendu, je vous ai parlé du Catalan d'Alghero avec la collaboration de Jacques Thiers avec Antoni Arc et bien d'autres. Urgel, Ponte ou Corbera pour la Catalogne. Nous avons aussi des anthologies qui ont été faites à partir de la Roumanie, des Pouilles ou Malte. Et deux mots, oui, avant, bon, je vais peut-être parler des anthologies avant de revenir sur l'autre diapo. Oui, en poésie, nous avons aussi la chance, à partir de ce qui est produit ici, et c'est présenté bien entendu dans le corpus de Bonanno, des traductions, des adaptations qui sont faites ailleurs. Ici, vous avez une excellente anthologie qui a été faite par les éditions Phi au Luxembourg. Ici, c'est une anthologie en italien dans les Pouilles d'Emilio Cocco. Et ça, c'est le recueil de Patrizia Gadagé qui a traduit en anglais et publié à New York, s'il vous plaît. Je voulais dire deux mots aussi sur la problématique ou le phénomène linguistique dans la littérature. Bien entendu, tout cela est marqué par la polynomie, c'est-à-dire qu'on a un continuum dialectal dans les œuvres, de Biancarelli à Thiers, en passant par Morachini dans le Fiumorbu. La langue, en fait, ne s'arrête même pas aux bouches de Bonifacio, puisque si je vous lis quelques mots de Toucheri alla Maddalena, ti circo come un pagano a matraculi in mano, marcando i passi rubato corso, inquietudini di sensi, e s'avvilisce o pensamento in una sumenza in circa da sotterra. Bon, si je vous dis que j'ai parlé en l'isulano de la Maddalena, vous allez me dire, mais bon, c'est du corse, et c'est du corse. Hein. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi que cette expression, elle n'est pas confinée par des frontières, mais elle s'ouvre aussi à d'autres expressions au-delà des bouches. Et ça peut aller plus loin même. Alors, quelques mots aussi sur les proses courtes. Je n'ai pas fait le recensement, hein, mais on retrouve un nombre très significatif de recueils de nouvelles. Sensiblement chez les auteurs de prose, Biancarelli, Morachini, Comiti. On retrouve moins Jacques Thiers en nouvelles. Il n'a pas cédé beaucoup à ce genre, quelques-unes, mais pas de quoi faire un recueil. Donc, on voit aussi que dans ce phénomène-là, il y a un nombre d'auteurs qui ont laissé tomber le recueil de nouvelles pour passer au roman. C'est le cas de Comiti, c'est le cas de Morachini, et je pense peut-être aujourd'hui à Biancarelli. Il faut voir un petit peu avec le futur, mais on a un phénomène ici. Donc, est-ce que la nouvelle est un élan vers le roman entre ce qui a été produit dans les années 90 et qu'on avait recensé, et ce qui se produit dans les années 2000? Oui, je pense que oui. Quelques mots de la chronique qui vient recueillir, comme depuis les années 70, quand, par exemple, Pascal Marquette avait recueilli ses Impinatelle qu'il publiait régulièrement dans la revue Kirn. Le principe qui a été, comment dirais-je, matérialisé ou nommé par Fusina quelques années plus tard par Prose et Elsevier, se retrouve régulièrement. C'est-à-dire que quand on produit des chroniques régulièrement à la radio, à la télé, je ne sais pas à ma connaissance, mais peut-être, et en tout cas dans des revues, on retrouve cela de façon recueillie. Fusina en a fait une spécialité, il en a publié 3 recueils, si je ne m'abuse, à partir de Prose Elsevier. Et on le retrouve bien entendu chez Pedro Mari, qui publie ses Masai avec les CD. C'est intéressant parce que c'est une littérature qui s'écoute aussi, puisqu'elle est radiophonique.
Et ce qu'il y a d'intéressant, je signale ici, c'est peut-être les chroniques littéraires euh, qui sont une façon de regarder la ville, le village ou la Corse tel que le fait Marie Ferranti en français, mais elle y a inclus dans Marguerite et les Grenouilles une chronique en langue corse, c'est très intéressant. Et en même temps, elle ouvre un genre tout à fait nouveau que l'on pourra sans doute développer en langue corse parce que ça s'y prête vraiment. Pour dire un petit peu ce que l'on vit, ce que l'on est chez soi ou ailleurs, en tout cas dans la Corse. Deux mots sur le comique et l'œuvre de Giuseppe Turchini, qui a publié deux recueils de stalbadodi, de blagues, hein, on dira. Et là, il vient de publier Mille et Mille, qui sont des Induinel. Et là aussi, c'est très intéressant du point de vue des genres. Donc, c'est signalé dans nos recensements. Au niveau de l'édition, c'est recensé aussi, même si je ne l'ai pas noté tout à l'heure dans le corpus que je vous ai donné. Les éditeurs sont plus nombreux, je pense plus motivés, et bien entendu mieux soutenus par la collectivité territoriale de Corse, notamment, ou les municipalités qui peuvent faire aussi l'effort de participer à l'édition. Et n'oublions pas non plus l'apport de la blogosphère. C'est signalé aussi, j'en ai pas fait le recensement ici, mais des sites comme Praxis Negra ou d'autres, Tarot et Fantasy, qui vient de publier chez Colonne son recueil de textes. La blogosphère peut servir de lieu de convergence, puis ensuite passer à l'édition en faisant des choix. C'est une démarche tout à fait intéressante où la langue corse est entrée aussi. Je vous ai cité 2-3 sites comme ça, mais il y en a bien d'autres. Et Bonanno en a fait aussi le recensement, vous le retrouverez. Hein. Alors, il y a, et c'est le point majeur de ce regard qu'on peut porter sur cette période, il y a des œuvres en élaboration. On avait jusque-là un roman, un recueil de nouvelles ou deux, etc., etc. Mais en général, les écrivains de langue corse étaient assez peu prolixes. Bon, les plus prolixes à partir des années 80, c'était déjà Rina Ducotti et Diago Moutière, mais les autres n'avaient pas produit déjà une œuvre. Elle est toujours en cours, hein, bien entendu, celle de Cotti et celle de Thiers, mais elle était déjà conséquente à la fin des années 80. Donc, j'ai divisé ici en 3 périodes, 25-45, 45-65 et supérieur à 65. Mais il y a des œuvres, bien entendu, qui sont en train de se terminer, malheureusement pour Sant'Ucasta, où non, Rocco Multedo n'a publié qu'un roman, mais malheureusement pour Sant'Ucasta. Mais bien entendu, les autres sont en cours dans ces tranches d'âge-là. Coti, Thiers, Casta, Fusina, par exemple. Hein. Il y a des auteurs qui viennent tard à la littérature, mais qui sont en passe de produire une œuvre. Je pense à Benigni, qui a commencé à écrire assez tard, mais qui vraiment a été très prolixe. Ou Dezerbi, Georges Dezerbi, qui en est à son 3e roman, après avoir, au moment de la retraite, eu cette inclination. Celle que j'appelle la génération de l'université, qui est la mienne, hein, Comiti, Moracchini, Ottavi, Gadagica, autant de jeunes gens qui sont nés entre 45 et 65. Puis on a la génération des Biancarelli, Biancarelli de 68, des Anti, je ne sais plus, Jean-Yves, hein, pas Marcello, Jurek-Sec, etc., etc. Et donc on voit qu'il n'y a pas de rupture générationnelle, hein, et c'est important aussi. Pourquoi? Parce que Fernand Hétre, il dit très clairement, quand il assiste au Miracolo di Usetanta, il décrit très clairement cette traversée du désert, c'est-à-dire qu'entre 20 et 40, il y a eu une génération d'auteurs qui n'ont pas su hein, faire engendrer une génération nouvelle, et du coup le Riaquisto est devenu une sorte de miracle, mais aussi une rupture. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque depuis les années 70, nous sommes en continuité, et c'est ma foi aussi une des grandes leçons que l'on peut tirer de cette décennie décrite. J'arrive à la fin, donc élément de conclusion. J'avais, dans mon dernier propos ici, dans le cadre du Centre culturel universitaire,
défini déjà ces points qui regardaient le Diesinkant, ou fin de l'exaltation des années 70. J'avais remarqué la diversité et l'éclectisme des genres. J'avais déjà remarqué ce réalisme et cette forme naturaliste un petit peu tardive. Normalement, on ne peut noter que l'échec du standard, et j'espère que cet échec aura une longue vie, puisque la polynomie est un vrai bonheur. J'avais noté aussi que cette polynomie pouvait devenir une sorte de polyphonie dans Septième ciel. L'élaboration d'un imaginaire collectif avec les romans et les nouvelles historiques, et puis ce renouveau de la poésie dans ses formes, qui correspondait aussi à un renouveau du Tiamérisponde. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Il y a plus de production et plus de romans, c'est net. Il y a des œuvres. Il y a des œuvres et des œuvres conséquentes aujourd'hui. Elles ne sont pas analysées, il faudra le faire. Entre théâtre, la plupart de ceux, enfin beaucoup, quelques-uns, de ceux qui ont produit ces œuvres sont polygraphes. Théâtre, prose, poésie, et tout ça est à mettre en globalité et à analyser. Ce qui est évident aussi, c'est un projet militant moins évident. C'est sans doute lié à cette non-rupture de continuité que j'évoquais à l'instant, en comparaison du Riaquiste, qui lui venait comme un miracle après une traversée du désert et une difficulté générationnelle. Le projet, du coup, alors Jacques Thiers, je le sens venir, va me dire, mais le projet du Riaquiste, tu sais, finalement, bon. Mais quand même, par rapport à cette ligne militante et ce projet que les auteurs eux-mêmes décrivent a posteriori, on ne le sent pas dans cette décennie. Donc on a cet éclectisme qui donne quelque chose d'assez composite. Et en revanche, peut-être que l'institution prend le relais pour un projet institutionnel en cours, par le Concilio dia Lingua, par les prix, et peut-être par une institution littéraire qui, bon an, mal an, cherche à se mettre en place. Elle tarde un petit peu, elle a des difficultés, elle tâtonne, je vous le concède, mais quand même, elle est là en projet. Voilà, et du coup j'ai terminé, et je vous remercie, et j'attends vos questions.